Les devs sont des personnes névrosées. Je ne vois pas comment nous pourrions vivre avec autant de contradictions. Nous sommes tous en faveur du clean code, d'architecture découplée, de fonctions épurées, et pourtant, le paysage des technologies est un labyrinthe sans fin dans un espace à environ 8000 dimensions. Comment expliquer autrement qu'après avoir été choisi pour être le langage d'Android, la communauté Kotlin sorte Kotlin multiplateforme? Mais alors, comment fonctionne réellement Kotlin multiplateforme? Faut-il mettre React Native à la poubelle? Et surtout, la guerre des langages prendra-t-elle fin un jour? Pour répondre à ces questions multiples, je ne reçois pas Hank, le poulpe, mais il s'y connaît en tentacule. Romain, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Romain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Moi, je suis donc développeur Kotlin depuis 2018. J'ai découvert Kotlin multiplateforme à la Kotlin Conf à Amsterdam en 2018 et du coup, je suis devenu amoureux de cette technologie et donc maintenant, j'en parle partout, je la pratique tous les jours et donc je suis content d'être là pour en parler. Mais tu es donc arrivé sur la techno Kotlin, pas du tout pour Android et pas du tout par Android. Non, pas du tout, non. Moi, à la base, je faisais du développement back-end, principalement en Java. Donc, bon, j'ai commencé à faire du bon vieux J2E dans les années 2000. Et puis après, je suis passé à Spring. J'étais un peu frustré par Java. J'ai découvert Kotlin qui était absolument pas stable et mainstream, on va dire. Donc j'ai commencé à l'utiliser avec Spring avant que Spring ne fasse même la pub disent qu'on pouvait l'utiliser avec. Il y avait effectivement des choses qui ne marchaient pas, mais c'était plutôt cool déjà de passer de Java à Kotlin, parce qu'il y avait plein de choses qui manquaient dans Java à l'époque. C'est moins le cas aujourd'hui, mais... en 2018, donc, je suis allé à la Kotlin Conf à Amsterdam. J'ai rencontré Salomon Brice, qui est aujourd'hui mon associé, avec qui on a commencé à faire de l'open source avec Kotlin et Kotlin multiplateforme. Et on a décidé d'aller un peu plus loin en faisant ça tous les jours, en proposant ça à nos clients. Ok, canon. Avant de plonger un peu plus en détail sur Kotlin Platform, est-ce que tu pourrais nous faire un léger historique, pas besoin d'être hyper précis, de Yes. Kotlin en tant que tel, de son lien avec Google, de tout ça? Ouais, alors Kotlin, c'est né, ça a presque 15 ans aujourd'hui. L'idée est née il y a 2010-2011 de la frustration de JetBrains, donc qui fait des IDE, qui était aussi frustré par Java. Ils ont eu l'occasion aussi d'essayer d'autres langages comme Scala, mais ça ne fonctionnait pas du tout pour ce qu'eux ils avaient envie de faire et ce dont ils avaient besoin pour améliorer leurs IDE. Et donc ils ont décidé de créer leur propre langage dans un premier but de répondre à leurs propres besoins en fait. C'était vers quelle année, ça, à peu près? Du coup, ils ont commencé à le créer je crois que c'est 2011 Ok. qu'ils ont commencé à écrire les premières lignes de code en tout cas. Et donc après c'est devenu, donc la première version est sortie en 2016 ou 2017 et 2016 je pense, et Android aussi était bloqué sur des vieilles versions de Java. Donc la communauté a fait que ils se sont tournés vers d'autres technologies comme Kotlin. Au départ, Google n'était pas hyper chaud pour y aller, mais du coup, le fait que la communauté pousse, notamment des articles de blog comme celui de Jake Wharton, qui est aussi un pont de la communauté, qui est reconnu dans la communauté, a fait que Google s'est intéressé à Kotlin et a décidé de
faire de Kotlin le premier langage de programmation pour Android. Alors attends, du coup, c'est intéressant parce que du coup, là, il y a un paradigme que j'avais pas en tête. Donc, il y avait déjà des personnes qui faisaient des applications Android en Kotlin, Oui. qui étaient du coup compilées pour fonctionner sur la JVM. Oui, c'est Ok. ça. Donc, à la base, c'était vraiment pour la JVM, et puis ils se sont rendus compte chez JetBrains qu'en fait, ils pouvaient aller plus loin dans le spectre d'applications ou de targets qu'ils pouvaient cibler. Donc, ils ont commencé par proposer un compilateur JavaScript. Donc, et très rapidement dans la foulée, ils sont passés aux multiplateformes en proposant un compilateur natif qui permettent de cibler beaucoup de plateformes comme Windows, Linux, macOS, iOS, iPadOS, watchOS, etc. Et très récemment, ils ont ajouté une corde à leur arc qui est Ok. WebAssembly. Mais donc, Kotlin a toujours été, toujours, dans un premier temps, Kotlin était prévu pour fonctionner dans la JVM. Ça a toujours Oui, été. c'est le but premier de Kotlin, c'était de fonctionner sur la JVM. Et très rapidement après la première version, ils ont vu qu'il y avait un potentiel pour aller ailleurs. Donc ils ont évidemment open sourcé, ça a toujours été open source. Et du coup, ils ont voulu aussi partager à la communauté la possibilité d'aller plus loin que la JVM et de ce qu'on peut faire avec Kotlin. Ok. Donc, sorti, tu as dit en 2014, 2016. 2016, oui. Le choix de Google, c'était quoi? C'était 2017. 2018. 2017 à peu près. Ah oui, donc quand même Ouais. très tôt après Ouais. le. Ouais, ça a été assez vite. Ouais. Et le projet Kotlin multiplateforme, ça vient de quand? À peu près en même temps, le Kotlin JS, je crois, est sorti en 2017, et dans la foulée, je crois qu'à la Kotlin Conf 2017, ils ont annoncé Kotlin multiplateforme avec. Et donc dès 2018, on avait déjà des librairies Kotlin multiplateforme open source. Ah, donc en fait, le Kotlin multiplateforme est sorti avant que Google décide d'en faire son... C'était sûrement dans la concomitant. roadmap. Voilà, il n'y a pas de lien de cause à effet, Ok. en tout cas. D'accord. J'ai eu l'impression que c'était effectivement arrivé après. Après, depuis, comme Google en fait, avant que Google s'engage à faire de Kotlin le premier langage pour Android, il y a eu aussi toute des questions juridiques, parce que évidemment Google a déjà essuyé des plâtres avec Oracle et Java. Et donc il y a eu une fondation qui a été créée, donc la Kotlin Foundation, qui est aujourd'hui régie par des Google JetBrains, mais d'autres acteurs comme Gradle, etc. Le point que j'essayais d'évoquer dans mon intro, où je parlais de ce côté très névrosé des devs, ça a popé hier soir quand je préparais l'intro de cet épisode. Et je serais intéressé du coup d'avoir une discussion avec toi là, sur ce sujet-là, avant là, de creuser encore Kotlin multiplateforme. C'est au final, il y a JetBrains qui trouve qu'il y a des limitations dans Java, qui décide de se faire un nouveau langage. Donc déjà, il y a la question de est-ce que les devs ont vraiment besoin de créer un nouveau langage avec le nombre de langages qui existent. Donc déjà, il y aurait des questions à se poser là-dessus. Et puis ensuite de se dire, bah tiens, au final, ce nouveau langage, qui est très bien, qu'on aime beaucoup, qui fonctionne dans son environnement, on va essayer de le déployer sur d'autres environnements. Donc tu vois, il y a une espèce de... il y a déjà un fouillis, il y a déjà un nombre de langages colossal. Yes. Et puis en plus, il y a le fait que tu as des langages qui vont s'interconnecter avec d'autres encore derrière et compagnie. Comment est-ce que toi tu perçois toute cette écocosme et microcosme? Ouais. Moi, je suis un peu biaisé, mais forcément. Mais je trouve que l'approche en fait de Kotlin est intéressante, parce qu'elle est pragmatique. C'est-à-dire que il blotte pas le langage de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés justement de ce qui existait, mais ils ont pris du .NET, de Java, de Scala, enfin de JavaScript, des concepts qui étaient reconnus et qui fonctionnaient un peu partout. Et ils ont essayé de faire un langage pragmatique en se disant, bon voilà, de quoi on a besoin, nous, en tant que développeurs d'IDE, parce que c'est leur métier, on a besoin pour aller plus loin, pour pouvoir développer plus vite nos IDE, proposer des fonctionnalités plus rapidement, etc. Et donc...
J'ai perdu le fil de ma pensée. Le point, c'était est-ce que c'est nécessaire de... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un nouveau langage, une Alors nouvelle déjà un technologie nouveau langage, mais aussi après de le déployer sur Alors, d'autres plateformes. Et voilà, c'est ça le deuxième point où je voulais venir, c'est que, en fait, l'approche de Kotlin multiplateforme, elle est un peu à contre-pied de ce qui se fait avec React Native, Flutter ou Ionic ou tout Cordova ou tous les trucs qui ont été créés, parce que c'est pas, ça date pas d'hier, le fait de vouloir partager du code, d'écrire un seul code et de le déployer partout. C'est juste que le paradigme est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu écris du Kotlin, mais tu choisis ce que tu veux partager avec les plateformes. C'est-à-dire que tu vas pouvoir... aujourd'hui, si tu prends un React Native ou un Flutter, tu es obligé d'embrasser la technologie et de faire que du Flutter ou que du React Native, en fait. Tu peux pas juste faire, je sais pas moi, faire le métier en React Native et la UI en natif. En Kotlin, en Swift ou en ce que tu veux, en fonction des plateformes que tu targetes. Okay. Donc l'avantage de Kotlin multiplateforme, c'est que tu vas pouvoir commencer à développer des petites parties de ta logique métier ou juste des tests, ou je sais pas, on peut prendre un exemple concret où, que personne n'a envie de faire dans une entreprise, c'est faire des analytics. Avoir une librairie qui va gérer les interactions utilisateurs, remonter les données sur un serveur pour savoir comment les utilisateurs utilisent et consomment ton application pour ensuite réagir, proposer de nouvelles features, améliorer les fonctionnalités, etc. Et donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir créer des SDK qui vont être spécialisés par plateforme. Donc tu vas avoir un SDK pour le JVM que tu vas utiliser sur Android, tu vas avoir un SDK natif que tu vas utiliser sur iOS, sur le desktop, etc. Et donc c'est pour moi l'approche intéressante de Kotlin multiplateforme, c'est que tu vas pouvoir mettre le curseur un petit peu où tu veux, et tu vas aussi pouvoir t'insérer dans des projets existants. Parce que si tu te dis, aujourd'hui, on a 2 applications natives Android et iOS qui sont faites en Kotlin et en Swift, et on veut faire du Flutter, tu dis coucou la SNCF, qui a réécrit son application Oui SNCF from scratch avec Flutter, parce que t'as pas le choix, en fait. Et donc, c'est ce qui fait aussi une des forces de Kotlin multiplateforme, c'est que tu peux venir t'insérer dans un process existant. Tu as des applications historiques que tu peux pas réécrire parce qu'elles ont des millions de lignes de code et des règles métiers qui sont bien ancrées. Et si tu veux commencer à partager du code, tu peux commencer à faire tes analytics ou juste faire ta couche HTTP pour faire les appels au réseau. Voilà, tu introduis des règles métiers au fur et à mesure et tu les partages à travers les plateformes, en fait. Alors, si j'ai bien compris ce que tu évoques, qui me semble effectivement un concept assez intéressant, c'est que je peux avoir... allez, on va imaginer une organisation très bordélique. J'ai mon back-end qui est en PHP. J'ai mon front qui est en React. Pas natif, mais en React. Oui, ton web, ouais. J'ai mon app iOS qui est faite en Swift. Et je commence du coup à faire mon app Android en Kotlin. Ouais. Je peux... prendre des petits morceaux de mon app en Kotlin que je vais pouvoir injecter en tant que pod, je crois, de souvenir dans Swift, mon application iOS, en plugin sur mon app front React Web et en module sur PHP sur mon... Ouais, alors pour ce qui est PHP, ça va demander un petit peu plus de réflexion et c'est un petit peu plus exotique, on va dire. Mais en théorie, oui, ce que tu peux faire, c'est prendre une partie une entité de métier que tu veux appliquer ou partager en tout cas. Et donc tu vas faire effectivement ton code en Kotlin, où tu vas prendre, ce qui peut arriver aussi souvent, c'est de prendre ce qui a été fait sur Android et de l'extraire dans un SDK Kotlin multiplateforme et de générer des binaires pour fonctionner avec React, Android et iOS. Et sur iOS, tu as les pods, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle manière officielle de chez Apple, c'est les Swift Package. Ok. Et donc tu peux, j'imagine, de choisir en fonction de la destination les bouts de ton code que tu vas exporter. J'imagine que tu peux ne pas avoir la même chose exportée pour ton app mobile, pour ton back-end ou genre alors de choses. Tu peux, en fait, parce qu'il y a aussi le fait d'interagir avec les API de ta plateforme, en fait. C'est-à-dire que
la gestion des dates sur le nu natif ou sur la JVM ou sur du JS, c'est complètement différent, par exemple. Donc, tu vas avoir un code, on va dire un code commun. Donc, tu définis des sources-sets, en fait. Donc, tu as un source-set qui va être partagé par toutes les plateformes. Et donc, dans ton code commun, tu vas avoir tout ce qui va être écrit qu'une fois, finalement. Après, tu peux définir des genres de bridge. Donc, c'est une mécanique d'expect actual. Donc, tu vas définir un comportement attendu dans ton code commun et tu vas définir la vraie implémentation dans les sources-sets des plateformes. Donc, par exemple, si on prend un exemple d'interaction avec la caméra, c'est pas la même chose sur Android et sur iOS. Donc, tu vas dire, dans mon code commun, j'assume que cette fonction, elle va appeler la caméra. Et après, dans ton code Android ou iOS, tu vas implémenter les appels aux API des plateformes, en fait. Ah oui, donc ça veut dire qu'à l'inverse d'un React Native qui, lui, embarque justement cette intégration avec les différentes API de chaque plateforme, et du coup, je fais mon appel caméra, et en fonction de là où je suis, il fera le bon appel. Là, ce que tu dis, c'est que dans le côté multiplateforme, c'est à moi de définir justement cette spécificité d'appel entre Swift, Android et compagnie. Ça va dépendre vraiment de ton besoin, oui. Après, il y a pas de, on va dire, il y a pas de truc pré-packagé parce que comme tu peux targeter une dizaine de plateformes différentes, en fait, ils peuvent pas embarquer tout parce que par exemple, ça n'a pas de sens de faire de la caméra sur un serveur Node, par exemple. Donc du coup, il y a pas ce packaging parce que React Native aujourd'hui ne target que le mobile finalement. Donc du coup, il y a un sens à avoir du boilerplate déjà écrit pour toi, en fait. Je pense peut-être que même au départ, c'était pas le cas et que tu devais j'ai jamais fait de React Native, donc je sais pas, mais j'imagine que au fur et à mesure, ils doivent réajuster les API, les appels aux API spécifiques. Mais tu vois, du coup, t'es pas quand tu fais du React Native, t'as pas besoin justement de te connecter directement à l'API d'iOS ou d'Android, parce qu'en fait, c'est React Native qui porte ça pour toi. Mais ça, c'est avec la contrainte de temporalité qui fait que parfois, quand tu as une nouvelle API qui sort, tu dois attendre que React Native l'implémente pour que tu puisses l'utiliser. Bien sûr. Ouais. Après, c'est des paradigmes assez différents. Et, moi, je tire pas à vue sur les autres technologies. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a des besoins différents, en fait. Pour moi, justement, le besoin et l'intérêt de Kotlin multiplateforme, c'est de pouvoir venir s'insérer dans un écosystème existant, tandis que Flutter et React Native permettent sûrement de partir de zéro et d'itérer plus vite sur une idée ou un besoin, en fait. Après, encore faut-il que ce soit bien fait, parce qu'il y a des applications, il y a des entreprises qui utilisent ces technologies-là pour aller vite et pour des questions de coût, en fait, et qui s'assoient sur la qualité, en fait. Et tu te rends compte assez vite quand tu utilises une application sur iOS, par exemple, qui n'est pas native, qui a été faite en Flutter ou React Native pour aller vite, et tu te rends vite compte que l'expérience utilisateur, elle n'est pas là, en fait. Ouais. Oui, il y a des compromis qui ont été faits qui parfois ont un coût non négligeable. C'est ça. Mais donc, la différence que tu aurais entre un Kotlin multiplateforme et un React Native ou un Flutter, par exemple, c'est qu'effectivement, avec React Native, je crée une app qui va être après compilée pour fonctionner sur toutes les plateformes. Là où avec Kotlin multiplateforme, en fait, c'est que j'ai une code base que je vais pouvoir morceler et utiliser, mais j'aurai besoin quand même de créer une application en Swift ou en React. Tu vois, j'ai pas mon application que je peux déployer directement telle quelle. Il y a... En fait, c'est là où c'est intéressant aussi avec Kotlin multiplateforme, c'est que le curseur, tu peux le mettre un peu là où tu veux. Depuis 2-3 ans maintenant, tu as ce qu'on appelle Compose multiplateforme, donc qui est proposé par JetBrains, qui est un fork de ce que Google a fait pour Android, donc qui s'appelle Jetpack Compose, qui permet de faire les interfaces graphiques de manière déclarative. Okay. Un peu comme ce que font déjà Flutter et React Native. Et du coup, tu peux aller jusqu'à partager la UI. Donc tu peux faire une application complète en Kotlin
si tu le souhaites, pour Android, iOS, le desktop et le web. Ok. Donc tu vas après il y a forcément des aujourd'hui c'est encore assez jeune, donc il y a des limitations. La partie web est un peu plus compliquée à aborder parce que c'est des paradigmes qui sont très différents voilà, à des applications natives. c'est ça. Néanmoins, donc il y a eu pendant un moment Compose Web donc qui était vraiment différent, et là on arrive sur l'utilisation de Wasm, donc de WebAssembly. Mais ce qui va nous permettre de faire des choses beaucoup plus proches de ce qu'on fait sur le desktop, sur Android et iOS, avec la contrainte aujourd'hui que tout ce qui est Apple ne gère pas bien WebAssembly. Donc, que tu aies un Mac, un iPhone, un iPad, que tu aies un Safari, un Chrome ou un Firefox, ils utilisent tous le même moteur de rendu qui est forcé par Apple aujourd'hui. Et qui n'est pas compliant avec WebAssembly. Donc, si tu lances un site web qui est fait avec Kotlin et Compose multiplateforme sur WebAssembly sur un iPhone ou un Mac, ça crache. C'est un autre débat qui n'est pas forcément lié avec le sujet de l'épisode, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que ce genre de choses pour moi est un peu une mauvaise nouvelle pour WebAssembly. J'ai déjà fait quelques épisodes dessus, je trouve que c'est une techno qui apporte beaucoup de choses et qui a l'air super intéressante. D'ailleurs, le prochain épisode, on parlera aussi de WebAssembly. C'est toujours un peu inquiétant pour une techno quand Apple commence à mettre les... Parce que tu vois, on a l'historique de Flash qui a été interdit du jour au lendemain qui a été bloqué du jour au lendemain sur les devices Apple. Et ça a été la fin de Flash. Ce qui était une bonne chose pour Flash. Oui, bien sûr. Après, en fait, ils y travaillent. C'est juste que je pense que c'est peut-être pas une de leurs priorités. Ils font un peu malheureusement la pluie et le beau temps sur leur écosystème. Donc, s'ils ont décidé que ils le feraient pas tout de suite, ils le feront pas tout de suite, effectivement. Et alors donc, pour pallier au paradigme très différent qu'il y a entre une application web et des applications natives, que ce soit desktop ou mobile, l'idée du coup c'est de passer par de la création d'une app WebAssembly aujourd'hui sur cette notion de côté multiplateforme pour s'afficher du coup sur un navigateur web, c'est ça un peu le... Tu peux faire aujourd'hui, il y a des applications, des alternatives, des projets qui utilisent le Compose Web, donc qui est lui en HTML, JavaScript. Okay. En fait, qui compile le code Kotlin en HTML et JavaScript. D'accord. Et donc que ce soit sur cette création d'applications complètes ou cette création de librairie, on va dire, pour les autres plateformes, à chaque fois c'est une compilation. C'est quoi? C'est une transpilation? C'est une compilation? Comment ça se... C'est bien des compilateurs qui sont derrière, puisque en fait ça crée des binaires et des exécutables derrière en fait. Donc pour quelle que soit la plateforme, pour la JVM, ça va te créer un exécutable pour la JVM ou une librairie en tout cas qui peut être consommée, qui est compilée et qui est du bytecode après pour la JVM. Pour tout ce qui est natif, ça va te faire des binaires natifs. Donc en fait, ça va te générer des DLL pour Windows ou des XC Framework pour iOS, macOS, etc. Et pour JavaScript, ça va te créer une librairie JavaScript qui est consommable. La différence entre en fait, le fait de transpiler, c'est juste de prendre un langage et de le traduire dans un autre de manière compréhensible et lisible pour les développeurs, ou pour en tout cas un œil humain. Et donc la compilation, les Kotlin multiplateforme utilise bien la compilation pour générer des binaires qui sont exécutables sur différentes plateformes. Ok. Et est-ce qu'il y a des risques de perte ou de dégradation en fonction des plateformes que tu choisis? Oui, forcément. Après, il y a parce que par exemple, si on prend l'exemple de JavaScript, Kotlin est un langage extrêmement typé, alors que JavaScript ne l'est pas. Donc, forcément, tu vas avoir des pertes. La même chose avec aujourd'hui l'écosystème Apple. En fait, Kotlin est compilé en Objective-C avec des headers Objective-C et des headers Swift pour aider à la consommation de ces librairies en Swift.
Mais il y a des limitations avec Objective-C. C'est un vieux langage. C'est pas pour rien qu'Apple en a créé un nouveau. C'est qu'il y avait des limitations et qu'ils ont préféré repartir d'une feuille blanche pour aller de l'avant. Et attention, il me semble que Swift, c'est comme Kotlin. Hein. C'était une techno qui existait avant que... Swift existait avant que Apple la choisisse comme là, tu me poses une colle. Là. De souvenirs. Moi, je l'ai découvert aussi en faisant un épisode sur Swift, qu'en fait, Swift existait avant que Apple en fasse sa techno principale. Ok. Et du coup, par exemple, il y a tout ce qui est généricité avec les interfaces, donc les protocoles en Objective-C. En fait, tu perds cette généricité. Donc, tu ne peux pas utiliser, par exemple, des interfaces génériques en Kotlin pour qu'elles soient consommées en Swift. Okay. Ceci dit, avec... donc, c'est... Après, ils se sont... Pourquoi ils se sont interfacés avec Objective-C plutôt qu'avec Swift ? Tout simplement parce que l'application binary interface de Swift n'était pas stable en fait. Donc, ils avaient peur d'y aller et puis qu'à un moment donné il y ait des breaking changes et qu'ils soient obligés de tout réécrire quoi. Donc ils ont pris le pari de partir sur Objective-C en attendant que éventuellement il y ait une stabilité de l'API de Swift. Mais aujourd'hui, ils ne travaillent plus sur les évolutions d'interopérabilité avec Objective-C. Ça fait à peu près 1 an qu'ils ont commencé à travailler à l'interopérabilité directe avec Swift. Donc d'ici quelques années, on peut espérer que l'expérience développeur iOS soit beaucoup moins contraignante et beaucoup plus facile pour consommer un SDK qui a été écrit avec Kotlin multiplateforme. Okay. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ta... si on prend un développeur Kotlin, on va dire lambda, qu'est-ce qu'il faut changer dans la façon de coder entre un Kotlin et un Kotlin multiplateforme ? C'est quoi l'effort de transition ? En fait, souvent, quand un développeur Android, parce que c'est souvent ça, c'est ce qui se passe, c'est que les développeurs Android se disent « Kotlin multiplateforme, c'est trop bien ». On va y aller et puis nous ça nous change pas grand chose et on va proposer on va écrire une partie du code pour l'équipe Swift, l'équipe iOS, et souvent ce qui se fait c'est qu'il n'y a pas de switch de contexte. En fait il y a un manque de prise de recul sur la plateforme en fait. Là, donc on reste dans des paradigmes de dans Android j'ai souvent besoin du contexte applicatif, les vieux modèles d'Android sont là depuis longtemps et du coup on reprend la mécanique, etc. alors que ça s'applique pas toujours forcément ou correctement à l'écosystème iOS. Donc pour moi c'est le plus gros challenge, c'est d'arriver à se décrocher de la plateforme de prédilection. Et de penser aussi que que tu n'écris pas une librairie pour ta plateforme, mais pour d'autres plateformes. Donc tu écris une librairie pour Android, pour iOS, éventuellement pour le desktop. Du coup, il faut réussir à... Du coup ou pour le back-end ou le web. Il faut réussir à prendre du recul et se décrocher de ta plateforme de prédilection et essayer de proposer au final l'API la plus pure en fait pour éviter justement les frictions avec les autres équipes en fait. Alors, ce que tu décris aussi comme changement de paradigme, c'est que tu n'es plus dans un développement d'application en tant que tel. Tu peux, comme tu disais tout à l'heure, mais tu es en général plutôt sur un développement de librairie qui sera consommé par d'autres applicatifs. C'est effectivement l'approche aujourd'hui qu'on a beaucoup, c'est de justement de proposer une librairie, et c'est de toute façon une architecture qui revient souvent, c'est les architectures modulaires où tu as des briques finalement qui sont indépendantes et que tu remets tout ensemble pour faire ton application. Moi, c'est un peu l'idée, c'est que tu vas avoir une brique qui va être construite en Kotlin multiplateforme et que tu vas intégrer dans ton application en fait. Même si tu fais une application complète en Kotlin multiplateforme, tu vas avoir tu vas toujours, pas toujours, mais souvent voir des modules qui vont gérer les appels HTTP ou tout ce qui est persistance, les modules de fonctionnalité, voilà. Ça,
ça a pas, pour moi, ça n'a pas forcément d'impact sur l'organisation, même si, en fonction de ton organisation, tu vas peut-être avoir des développeurs Kotlin et Swift qui vont participer du coup à la création de ce SDK, ou alors tu vas créer une nouvelle équipe qui va avoir la responsabilité finalement de proposer un SDK qui sera partagé aux autres équipes de ton organisation en fait. Okay. Pour quel genre d'équipe ou quel genre de projet tu recommanderais d'utiliser Kotlin multiplateforme? Pour moi, le premier use case, on en a déjà parlé, c'est vraiment les projets existants où il n'y a pas forcément les ressources ou l'envie de vouloir tout réécrire et éventuellement d'apprendre de nouvelles technos, parce que du coup, si tu veux faire du Flutter, il faut apprendre Dart. Si tu veux faire du React Native et que tu n'as jamais fait de JavaScript, ou du TypeScript, il faut s'y mettre. Donc tu peux utiliser une compétence que tu as déjà, la compétence Kotlin, et commencer à partager du code et à l'écrire qu'une fois, le tester qu'une fois aussi. Il y a cet aspect de qualité aussi qui revient, c'est que du coup tu écris ton code partagé, mais tu écris tes tests aussi qui vont s'exécuter sur toutes les plateformes en parallèle en fait. Donc si tu écris un test, en fait, il va s'exécuter autant de fois que tu as de cibles. Donc il va s'exécuter pour la JVM, pour iOS, pour macOS, pour le JavaScript. Et tu peux aussi l'utiliser dans des projets, dans des petits projets où tu n'as pas besoin de... Donc si tu as par exemple la compétence Kotlin, tu peux écrire une application Kotlin et Compose multiplateforme complète. Parce que tu as je sais pas, même si que tu sois une startup ou un gros groupe, mais que tu as un petit projet avec un petit scope et que tu veux juste délivrer vite, et que tu as la compétence Kotlin, tu peux utiliser cette compétence pour créer ton projet et délivrer une application assez rapidement. En fait. De ce que tu décrivais, le passer de Kotlin à Kotlin multiplateforme n'est pas un gap technologique important, ça reste le même langage, donc tu l'adresses. C'est juste un changement d'approche et de conception. Ma question du coup c'est, est-ce que c'est pas justement un changement qui est le plus compliqué à faire parce que tu restes dans un même environnement technique, parce que tu vois ce que tu décris c'est que tu recommandes Kotlin multiplateforme pour une boîte qui fait déjà du Kotlin, qui a besoin de passer à d'autres choses, donc ça te permet de garder le même code. Mais le fait de rester dans un même environnement mais de devoir changer ta façon de l'approcher, c'est peut-être ça au final le changement le plus compliqué. Effectivement, parce que ça te demande en fait d'être même si tu restes dans ton environnement, ça te demande quand même d'être polyglotte en fait, de t'intéresser à ce que font les autres plateformes. C'est pas parce que tu faisais déjà du Kotlin que tu vas juste écrire du Kotlin, que tu vas changer juste le plugin Gradle en disant je fais plus de l'Android, je fais du Kotlin multiplateforme et je ship mon truc et puis démerdez-vous. Parce que tu vois, en toute alors, je sais pas si c'est un débat ou ce genre de choses, mais en toute sincérité, est-ce que tu penses pas qu'en tant que dev c'est plus facile de se dire ok, avant je faisais du Kotlin, maintenant on va faire du multiplateforme, on va passer au React, ou du coup comme tu changes de langage, mais au final un langage c'est juste une grammaire, on le sait, hein, et du coup ça te facilite ce changement de paradigme, plutôt que de dire à ton équipe, vous savez quoi, on continue à faire du Kotlin, mais maintenant il faut coder différemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait. Mais dans le cas d'une réécriture complète, la question peut se poser en fait. Mais après... moi, ce que je conseille souvent, c'est de pas, en utilisant Kotlin multiplateforme pour des applications à destination du grand public, c'est pas réécrire la UI en Kotlin. En fait, c'est justement de partager la logique métier parce que c'est ce qui fait le cœur de ton application, c'est ce qui fait qu'elle fonctionne et que tout se passe bien en théorie. Mais le fait de faire de la UI en natif va faire adhérer tes utilisateurs beaucoup plus facilement. Je pense, surtout quand tu fais des applications B2C à destination du grand public. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, une application qui est faite à la va-vite pour des questions de coût et de ressources en React Native, moi, ça me trigger tout de suite quand j'utilise ça sur mon iPhone et je me dis, mais je la désinstalle tout de suite, quoi. Parce que... Et encore, je suis un mec sympa, je vais pas mettre des mauvaises reviews. mais voilà. Après, je dis pas, il y a des applications
qui sont très bien en Flutter ou en React Native parce que les développeurs ont pris le soin d'y apporter une expérience utilisateur suffisamment intéressante et spécifique propre. à chaque plateforme. Voilà. Mais malheureusement, souvent, le choix du cross-platform ou du multiplateforme, c'est une question de coût. Et donc, c'est pour ça que moi, je propose souvent de ne pas partager la UI parce que ça risque de tuer un projet dans l'œuf. Et puis, le fait de garder aussi ces aspects natifs, en fait, tu vas t'appuyer sur des compétences que tu as peut-être déjà, qui sont des compétences iOS et compétences Android, qui, eux, connaissent leur plateforme peut-être mieux que toi, ce qui est mon cas, parce que du coup, moi, comme je suis venu du back-end, j'ai aussi découvert les écosystèmes mobiles, et donc, du coup, ça m'arrive souvent de venir m'appuyer sur les équipes iOS ou Android pour mieux comprendre un paradigme. Et pour moi, c'est quelque chose aussi d'important quand tu fais une application. C'est intéressant, cette approche du coup du multiplateforme. C'est que pour toi, ce multiplateforme doit se limiter à... On pourrait, de manière très schématique, dire un côté back, et le front, lui, doit être spécifique à la plateforme sur laquelle tu es. C'est l'idée, C'est un peu ouais. Et ce que je trouve amusant, en fait, dans ce paradigme que tu évoques, moi, j'ai commencé à dev en 96, à peu près 97. Au début, moi, quand j'étais sur du web, le bac, c'était le métier noble, parce que c'était là où il y avait toute la complexité. Et le front, à peu de choses près, c'était du HTML et du CSS. Le JavaScript, c'était une horreur, et donc c'était des métiers qui étaient assez décriés. Ce que je vois de manière très significative, c'est qu'au fil des années, ça a commencé avec jQuery, puis tout un ensemble de librairies, donc on arrive maintenant carrément à du React. Le métier de front, c'est énormément complexifié, c'est devenu un métier à part entière, avec ses complexités, ses spécificités. Et le concept de full stack, je trouvais de moins en moins d'intérêt. Mais du coup, ce qui est intéressant dans toi, ce que tu évoques, c'est que tu continues à pousser le curseur en disant, en fait, moi, je me simplifie la vie côté, entre guillemets, back, c'est-à-dire que j'ai toute ma logique métier que je peux dupliquer sur toutes les plateformes. Et après, vous, côté front, vous démerdez, vous avez 8 applicatifs à supporter. Vous le faites comme vous voulez, mais c'est pas mon problème. Pas forcément, non. En fait, pour moi, ça va pas amener forcément la logique métier du côté des devices, enfin du côté des applications mobiles. Enfin, la logique métier côté back-end, pour moi, elle a toujours ses raisons d'être. Et surtout quand tu parles de sécurité, etc., c'est toujours mieux, je pense, de laisser la sécurité, en tout cas les plus gros verrous côté back-end que côté mobile. Parce que côté mobile, on sait toujours que ça peut être trixé. Donc, je sais pas, si tu fais une application bancaire, c'est forcément que ta vérification elle va être sur ton serveur et pas sur ton application mobile. C'est-à-dire que la logique métier sur ton back-end, on va dire back-end for front-end, sur ton device, ça va être de la logique métier pour faire fonctionner ton application, et que les écrans s'enchaînent bien, etc. Et que tu délivres la meilleure data possible à ton back-end. C'est des garde-fous pour moi, en fait. C'est pas on déplace pas tout le curseur. Oui, je dis pas que tu mettais ta logique dans le front, mais c'est que je veux dire, ton approche, toute ta logique métier, je la fais en Kotlin, et comme ça, je la mets après sur toutes mes plateformes. Je schématise grossièrement en disant que ta partie métier, c'est ce qu'on pourrait appeler au final du back. Tu vois, il y a tout un... Oui. c'est que alors, sur un serveur ou sur le client. J'ai branché. Mais que la partie front, donc juste la partie interface visuelle, tu la laisses au front en disant, vous allez avoir votre application Swift, votre application Kotlin et votre application web à gérer. Donc vous avez tout ce fatras, tout ce bordel à gérer. Moi, j'ai la belle vie. Parce que mon truc Kotlin, je le déploie après partout. Après, tu peux aller jusqu'à partager le comportement applicatif, en fait. Tu partages pas la UI, mais tu vas partager ce qui va en fait orchestrer ta UI ou ta navigation, etc. Et en fait, c'est juste la UI, ça va être juste presque de la présentation. Si tu pousses le curseur au maximum,
L'idée, c'est que ta présentation, c'est juste vraiment un formulaire, et puis elle échange avec le SDK qui dit ah bah j'ai rempli tel champ, ok, le SDK il va dire ah bah il faut que tu affiches tel champ ou telle case à cocher. Enfin, tu peux aller jusqu'à partager la logique applicative et la logique, oui, c'est ça, de behavior en fait, de comportement applicatif. Et c'est souvent ce que moi je préconise, parce que c'est ce qui ça te permet aussi de tester le comportement applicatif une seule fois et de l'avoir validé avant de mettre à disposition ton SDK ou de dire aux développeurs front vous pouvez y aller. Parce que si ton truc il est complètement pété et que tu l'as pas testé, et ben du coup tu vas avoir 2 équipes ou 3 ou 4 qui vont venir te dire ouais, bah, ton SDK ça va pas dans notre contexte. Tu vois, donc tu peux aussi leur dire bah voilà, vous pouvez driver vous avez juste à utiliser le SDK pour driver vos écrans et voilà. Intéressant. Cette approche aussi multiplateforme, ça te permet aussi d'exécuter ton code dans d'autres environnements que la JVM. Est-ce qu'il y a des constats qu'au final la JVM n'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire tourner une app Kotlin? Ou est-ce que pour toi tu recommandes aujourd'hui d'être plutôt sur... Si on prend par exemple l'exemple du serveur, moi je pense que la JVM elle a encore de beaux jours devant elle. Et en fait, je vois beaucoup d'articles de gens qui font du back-end en JavaScript ou enfin TypeScript, etc. Mais ce qu'on voit souvent dans les entreprises ou dans les grands groupes ou les sociétés qui sont installées, c'est que le back-end il est souvent fait en Java ou avec du Spring, avec ou du .NET, ou enfin c'est des technologies qui sont encore là. Et il y a aujourd'hui on n'a pas grand chose à redire de la JVM. Ok, t'as des boot time un peu plus longs sur une instance JVM, mais si c'est un serveur qui est installé, bah tu ne le redémarres pas toutes les 3 minutes. Si c'est des fonctions cloud, bon, c'est un peu plus discutable, parce que si ton instance elle était démarrée il y a pas longtemps, bah, elle est encore là et tu vas pouvoir la consommer, sinon tu vas devoir attendre qu'elle démarre. Mais après, il y a des alternatives comme GraalVM qui te permettent de transformer des applications JVM classiques en applications natives plus performantes en fait. Enfin, après, ça sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais je pense pas que... Il y a aujourd'hui des projets comme donc, qui est Ktor, qui est développé par JetBrains, qui est un framework donc, qui permet de faire du client, du serveur HTTP, et même plus que ça. Et du coup, ils ont un projet au départ. Donc le client, lui, est multiplateforme, parce qu'il te permet de consommer des serveurs, des WebSockets, etc. sur tes différents devices, donc JVM, iOS, desktop, etc. Et il y a la partie serveur qui, au départ, ne fonctionnait que sur la JVM, et qui sont en train d'essayer de porter, de faire fonctionner sur du natif pour avoir des binaires plus petits, de la performance de boot time beaucoup plus intéressante, en tout cas pour tout ce qui est Cloud Functions. Mais aujourd'hui, c'est encore à l'étape expérimentale et R&D, on va dire, même, parce que ils arrivent à faire fonctionner, mais c'est plus léger, ça démarre très vite, mais par exemple, les applications sont beaucoup moins performantes que de la JVM, pardon. Okay. Parce qu'il y a toute la gestion de la mémoire, etc., qui est des sujets assez complexes, qui ne sont pas encore bien aboutis. Ok, je vois. Pour terminer, de mon point de vue, il y a un point qui est important sur un choix de techno, parce que tu as quand même des besoins de réassurance sur une certaine pérennité ou longévité du langage. C'est de s'intéresser au fonctionnement de la communauté. Donc tu m'as dit que tu avais participé à un événement, donc j'imagine que tu suis un peu l'actualité de cette communauté de manière plus ou moins proche. Comment cette communauté est organisée aujourd'hui? Tu vois, c'est quoi un peu la présence de Google dans cette communauté, et surtout le rythme auquel les mises à jour sont effectuées? Donc oui, alors comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a la communauté, elle est drivée par deux choses. Elle est drivée par la Kotlin Foundation,
qui est supporté par Google et JetBrains. Donc, c'est les gros acteurs, on va dire, de la communauté qui, eux, poussent des librairies, le langage en lui-même. Google est en train de porter une partie de ces librairies qui fonctionnaient qu'avec Android en Kotlin multiplateforme. Donc en fait, à un moment donné, ils vont te dire que en claquant des doigts, tu vas pouvoir prendre ton application Android et dire « Ok, elle est Kotlin multiplateforme ». Donc ce qui est aussi pour moi, un gros gage de pérennité, c'est que quand des acteurs comme ça s'engagent, c'est que il y a de l'espoir. Et bon, JetBrains, c'est aussi une société qui vend des IDE, donc leur objectif, c'est de vendre du tooling autour de ça. Donc eux, ils améliorent constamment l'expérience de développeurs et proposent des IDE qui sont payants et qui fonctionnent très bien avec. Même si tu peux faire du Kotlin multiplateforme aujourd'hui avec IntelliJ Community qui est gratuit et Android Studio qui est gratuit, qui est basé sur IntelliJ Community. Okay. Et à côté de ça, il y a toute la communauté open source, donc, dont je fais partie avec mon associé Salomon. On propose des librairies parce que forcément, quand tu commences sur une technologie qui n'est pas très répandue ou qui est de niche, du coup, les outils sont pas là, donc tu commences à créer déjà tes propres outils, mais tu n'es pas tout seul. Et aujourd'hui, la communauté open source est fantastique. Tu as des librairies qui sortent tous les jours ils font des stats sur GitHub tous les ans chez JetBrains. En quelques années, on est passé de 1 je crois qu'en 2021 ou 2022, ils étaient déjà à 1 million de lignes de code, 1 million de développeurs sur GitHub qui font du Kotlin et Kotlin multiplateforme. Et en 2024, là, on était à 2 millions. Donc il y a aussi un écosystème, il y a un Slack qui permet d'échanger avec toute la communauté. Tous les ans, il y a les Kotlin Conf qui se passent principalement en Europe pour l'instant. Peut-être que la prochaine sera en dehors de l'Europe, mais où tous les ans, ils regroupent 2000 acteurs, 2000 en tout cas, personnes de la communauté dans des grands events avec 80 speakers, etc. Et la plupart des speakers sont des gens reconnus de chez Google, de chez Meta, JetBrains, et puis des plus petits acteurs comme nous, mais on est assez actifs. Du coup, on propose de l'open source et on est aussi actifs. Puis c'est cette variété qui fait aussi la richesse d'un écosystème. Bien sûr, parce qu'en plus, quand tu as fait de l'architecture, ta vision de l'architecture. Bon, ça aussi, c'est un peu le biais du développement logiciel, c'est que tu as une solution A, mais en fait, tu te dis, c'est ce que je veux faire, mais c'est pas exactement ce que je veux faire, donc je vais créer, le monde JavaScript, c'est de quoi je parle. Je vais créer une autre librairie, donc aujourd'hui, si tu veux appliquer un pattern ou un truc, tu as forcément une librairie qui va répondre à ton besoin, et tu vas pouvoir avoir le choix dans plusieurs, parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas aimé ce qui a été fait dans la première, donc qui vont le faire un peu différemment, et du coup, tu vas forcément trouver ton bonheur. Canon. Merci beaucoup, Romain, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu, tech ou non tech, que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Si les gens sont intéressés pour commencer Kotlin multiplateforme, en tout cas, il y a énormément aujourd'hui de tutoriels ou de documentation. La documentation Kotlin est fantastique pour ça. Il y a aussi des projets Wizard, de mémoire c'est kmp.jetbrains.com, qui permettent de créer un projet Kotlin multiplateforme que tu télécharges et que tu lances directement sur Android, sur iOS, sur le web, sur le desktop. Okay. Donc ça te permet de vite mettre le pied dedans et puis après d'aller plus loin si ça t'intéresse. Voilà. Ok, canon. Et dernière question, la plus importante, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? En vrai dire, je m'en fous un peu, c'est l'IDE qui choisit pour moi et je crois que c'est l'étape. Ok, très bien. Merci beaucoup, Romain. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller creuser Kotlin multiplateforme. Si vous faites déjà du Kotlin, c'est peut-être effectivement, comme le disait Romain, une bonne
une bonne option pour aller s'intéresser et commencer à travailler sur les autres plateformes. En tout cas, moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. J'aimerais faire un remerciement spécial pour Nicolas, qui du coup a été le premier contributeur sur le Tipeee pour participer et surtout aider ce podcast à survivre. Voilà, c'est bientôt la rentrée des classes. Ce podcast, alors je dirais pas qu'il est en danger, mais en tout cas, il y a une certaine complexité. Donc si vous avez envie d'aider ce podcast à se maintenir, je vous invite à retrouver le lien du Tipeee en description de cet épisode. Et pour envisager une contribution, quelle qu'elle soit, je vous remercie de toutes les contributions et de toute votre aide sur ce podcast. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.